Bonjour, bienvenue à Impartial Vision, votre média, dans votre concept À qui la faute, présenté par celui que vous connaissez tous, Daryl Lover, directeur de publication de cet organe de presse. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher deux problèmes essentiels de notre pays, le Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler des deux cancers qui gangrènent la société camerounaise, dont la corruption, le tribalisme, le repli d'identité prend de l'ampleur dans notre pays. Et si nous nous amusons, nous serons le prochain Rwanda, parce que c'est le tribalisme qui a provoqué le génocide rwandais. Alors, quand on revient dans l'histoire, vous allez prendre les gens qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays, dont d'autres sont passés par derrière pour négocier une forme d'indépendance sous contrôle des colons, sous contrôle de la puissance coloniale, alors que ceux-là se battaient pour une véritable indépendance, une indépendance totale, où nous étions libres de choisir nos partenaires économiques, où nous étions libres de choisir nos partenaires militaires, où nous étions libres de choisir notre propre destin. Alors, c'est de là que va le principe de la corruption dans notre pays. Et c'est de là que naît le développement tribal. Parce que quand vous rentrez dans l'histoire, vous vous rendez compte que des personnes comme Ernest Ouandjé, Oumniobé, Félix Moumié et tous les autres, Gabriel Tabeu, alias Wambolo Courant, c'était des personnes qui sortaient d'origines diverses. Qui sortaient d'origines diverses et qui s'en foutaient de leurs origines quand ils avaient en tête une seule chose: ils appartiennent à un même pays, ils se battent pour un destin commun. Vous allez donc prendre depuis 1960 le président Ahidjo, nouvellement élu, nouvellement président. Il se bat donc avec un calendrier que lui a confié la France, de unifier les deux Cameroun, les deux parties du Cameroun, la partie anglophone et la partie francophone. Dans cette démarche, il a l'obligation de précipiter le retour à la paix dans la partie qu'il contrôle, qui est francophone, parce que vous ne pouvez pas aller demander la réunification à une partie qui est en paix alors que vous êtes en guerre. Et cette guerre dont on ne parle d'ailleurs jamais. Donc, de 1960, pendant l'indépendance, jusqu'en 1971, il y a eu une guerre civile au Cameroun. Jamais on nous parle de cette guerre. Et c'est de là que Ahidjo, poussé par la France, commence à négocier pour le retour de la paix. Parce qu'il avait compris que, en utilisant les armes, on perdrait plus de temps. Et le calendrier qu'il avait ne pouvait pas aboutir. Donc, il allait être pris par l'OTAN. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide avec le soutien de la France, de donner des enveloppes à certaines communautés pour vendre leurs fils indépendantistes. Quand vous pensez que
Wandje et 2 de ses confrères de lutte ont été exécutés en même temps, c'est-à-dire Gabriel Tabe, alias Wambolo Courant dont je parlais tantôt, et Raphaël Fauting. Vous voyez que tous sont des ressortissants de l'Ouest. Alors, comment on fait pour les arrêter? On les arrête parce que le village les a vendus. Et pour les vendre au village, qu'est-ce qu'il a reçu en échange? Alors, c'est ceux-là qui ont contourné cette forme d'indépendance que revendiquaient ces héros nationaux. Ils ont donc pactisé. Ils ont pactisé parce que pour que on aille m'arrêter dans mon village, il faut que mon village ait collaboré. Donc, ces indépendantistes ont été trahis simplement par les leurs. Et c'est ça qui a facilité la lutte. Alors, ça fait donc déjà que il y a une partie de la population qui s'habitue à ce qu'on leur verse de l'argent parce qu'ils ont eu des accords, qu'on leur verse régulièrement de l'argent pour se développer et développer leur famille. C'était pas pour développer toute leur société, mais se développer et développer leur famille. Ceux qui mettaient en haut, comme on dit souvent chez nous, ce qu'ils voulaient. Vous avez des gens qui ont reçu des financements pour rivaliser avec les Soudanais à l'époque et tous ces expatriés qui faisaient le commerce dans notre pays. Alors, quand on a donc pris l'habitude de recevoir une contrepartie, parce que c'était pas, ne pensez pas que c'était un accord, une vente comme avec Judas et Jésus, comme on dit dans la Bible, avec 30 pièces d'or en une fois et vous livrez, non. C'était des accords qui allaient être continuels. Donc, ça fait que ces accords-là, elles s'appliquent jusqu'aujourd'hui, mais dans l'ombre. Dans l'ombre. Jusqu'aujourd'hui. Parfois, vous êtes même du village. De ceux qui ont signé ces accords, nous sommes tous de leur village, parce que les uns et les autres, mais on ne sait même pas. Mais on se voit toujours que ce sont les mêmes familles qui se développent, ce sont les mêmes familles qui sont aux affaires, ce sont les mêmes. Mais pourquoi ce n'est pas un hasard? C'est quelque chose qui a été planifié. Ça a été planifié. Et les gens ont été choisis par les colons. C'est pour ça que vous voyez, vous avez beau faire le commerce, vous levez à 4 heures du matin pour aller ouvrir votre magasin et tout. Vous allez toujours tourner là, mais vous pouvez gagner de l'argent, mais un seuil, oui. Vous n'allez jamais être milliardaire comme les autres. On vous dit qu'ils ont vendu l'arachide, ils sont devenus milliardaires. Depuis que les gens vendent les arachides au Cameroun, on aurait le plus grand nombre de milliardaires. Donc, on ne va pas sortir du point important. C'est juste un peu pour vous montrer que ces gars qui se battaient pour l'indépendance totale du Cameroun et qui ont été trahis par les leurs, souvent même leur famille, les membres de leur famille, les membres de leur village. Ces gars ne connaissaient pas le tribalisme. Et ils étaient complices. Je vais vous démontrer une petite complicité. Quand vous prenez l'épouse de Ernest Wandje, elle s'appelait Mat Eding Wandje. Donc, Mat Eding, quand vous entendez Eding, ça vous renvoie à quelle ethnie? Nous sommes au Cameroun, on sait. Tout de suite, vous comprenez que Wandje et son épouse n'appartenaient pas à la même ethnie.
Mais elle s'appelle, son prénom, Marthe. Vous allez voir que les trois Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Wandje, tous avaient des femmes qui portaient le prénom de Marthe. Quelle coïncidence! Pour des gens qui collaboraient ensemble, c'est quand même très coïncident. Vous voyez jusqu'où la complicité de ces gens s'étendait alors qu'ils sortaient d'origines diverses. Ils appartenaient à des ethnies diverses. Vous voyez que je vais aller un peu plus loin. La femme de Moumié s'appelait Marthe et Kemeyon. Marthe et Kemeyon. Quand vous entendez aussi le nom Kemeyon, vous dites, on sait d'où ça vient. C'est certainement pas de l'Ouest. Tout comme Ernest Wandje, son épouse n'était pas de l'Ouest. Donc quand vous entendez Kemeyon, ça renvoie au Sud. Vous voyez, en dehors de la coïncidence des trois maths, pour trois leaders indépendantistes qui se sont côtoyés. Donc vous voyez le degré de complicité que ces gars-là avaient et la vision qu'ils avaient. Vous croyez que le Cameroun traîne le pas, pourquoi? Parce qu'on a développé le tribalisme, le repli identitaire. On crée au Bami Pawa. Bami Pawa, c'est pour combattre qui? Nous sommes au Cameroun, nous avons le même destin. Le Pawa là, c'est pour lutter contre qui? Comme ils ont créé Bami Pawa, on va créer Kampawa. Et Kampawa pour combattre qui? On a un seul adversaire. C'est l'ennemi extérieur. Alors si on veut créer les Pawa, créons Cameroun Pawa pour combattre l'ennemi extérieur. Bami Pawa. Après, les nordistes vont dire, bon, comme eux, ils s'organisent. Parce qu'en fait, le danger qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on crée un concept peut provoquer des effets négatifs comme positifs. On n'a rien contre la promotion de nos cultures, qui fait même la beauté et la diversité culturelle de notre pays. Non. Moi, quand j'étais à Bandung, j'ai dansé, j'ai participé, je participais aux danses traditionnelles. Le mke, qui était pour les initiés et que je ne pouvais pas danser. Après, il y avait d'autres danses où tout le monde pouvait se mêler, et les enfants, les femmes et tout, comme le lali. Il y avait le meurtre du faux, il y avait le niep, tout ça. Donc c'était très beau quand tu vois ces masques, ces vêtements et tout, alors tu sens que la culture de ton pays est valorisée. Tu arrives au nord, tu vois toute cette diversité. Entre eux-mêmes, d'abord, les populations du Grand Nord, ces populations hétéroclites. Et puis tu te dis, waouh, je suis fier d'appartenir à un aussi beau pays. Mais, tu arrives, je me pose la question, qui ne mange pas le pilé au Cameroun? Ceux qui ne mangent pas le pilé, ce n'est pas parce que c'est une gastronomie, c'est dérivé d'une gastronomie d'une autre culture. Non, c'est juste qu'on peut être, par exemple, Ekambeti et ne pas aimer le pain. C'est une question de goût. Qui ne mange pas le taro? Moi, je vais dans les taro clubs. Je trouve les gens du nord, les gens du sud, de l'est, de l'ouest et tout. Ça, c'est la richesse culturelle de notre pays. On doit la promouvoir. Mais pour promouvoir les divisions ethniques à des fins politiques,
exploité par des politiciens. Non, nous disons non. Non, nous disons non. Tous ces gars dont je vous cite les noms, ils marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Mais ne se focalisaient pas sur leurs appartenances ethniques. Ils avaient un seul combat, libérer le Cameroun. Quand on exécute Ernest Ouandjé le 15 janvier 1971, c'est à Bafoussam qu'on l'exécute. Il a été trahi par les siens. Tout comme ses compagnons. Ils ont été trahis. Vous allez arriver au centre, vous allez trouver que Ahidjo a été préféré à André Marimbida, qui était un enfant. Et quand un fils du centre, mais il a été préféré, Ahidjo a été préféré à lui, parce qu'on trouvait Ahidjo plus rassembleur. Les gens pensaient aussi que c'est un enfant qui a été élevé en terre Béti. Parce que vous ne pouvez pas mal parler d'Ahidjo en Béti, hein, s'il vous plaît. Et il comprenait tout. Donc c'est pour vous dire, pour vous démontrer combien de fois l'humanité, l'humanisme, ça primait au sein de ces populations-là. On ne regardait pas l'homme par rapport à son appartenance, on regardait l'homme par rapport au fait qu'il soit un simple humain, un semblable. Alors, quand on se retrouve aujourd'hui en train de créer les Bami Pawa, et quand on crée un concept, on se dit que hey, les autres vont se dire, mais voilà, ils ont fait leur part. Et ils sont en train de faire, voilà. Nous aussi, on va créer notre part. Et ça crée donc plusieurs... C'est des concepts qui sont souvent très dangereux. Et moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le fait que c'est des concepts qui sont soutenus par certaines diasporas, certains membres de notre grande diaspora. Eux qui vivent avec les autres, qui voient comment les autres se développent ensemble, comment les autres défendent leur destin ensemble, ils nous ramènent à ça. Ils nous ramènent à ça. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une ethnie au-dessus des autres au Cameroun qui va écraser les autres? Non. Non. Dès que vous allez lever la tête, les autres vont se mettre contre vous. Même si vous êtes nombreux, vous pouvez prendre les gens du Nord. Dès qu'ils vont lever la tête, tous les autres vont faire bloc. Non, les gars là veulent nous écrire. Donc c'est comme ça. C'est difficile de faire prospérer ces concepts-là. Nous battons-nous pour un destin commun. Nous avons un ennemi commun. Un ennemi commun. C'est l'ennemi extérieur. Alors, si on doit faire les communautés Pawa, les sociétés Pawa, ça doit être Cameroun Pawa. Un point, un trait. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est à nous, la jeunesse, qu'il appartient de changer le destin de notre pays. Le Cameroun auquel nous aspirons tous ne va pas prospérer avec ces divisions, ces replis identitaires-là. Quand vous prenez Douala Mangabel s'est réfugié dans les terres qui n'étaient pas les siennes. Tout comme Njoya, le sultan Njoya, il s'est réfugié à Yaoundé pendant deux ans. Hein? Il y a des chefs de l'Ouest qui se sont réfugiés à Yaoundé. Hein? Vous allez prendre, il y a un fils de Ernest Ouandjé qui s'appelait Oumniobe. Vous voyez jusqu'à quel point ces gens s'aimaient.
Et puis aujourd'hui, on veut nous ramener aux histoires de politique, machin. Non, personne ne peut garantir la réussite dans un pays en favorisant le repli identitaire, en allant se réfugier derrière un groupe ethnique pour diriger le pays. Et que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Le tribalisme est en train de nous détruire. Et toutes ces familles qui ont pactisé, nos parents n'étaient pas, ils n'y étaient pas. Pourquoi aujourd'hui nous allons nous battre pour les aider à asseoir leur plan? Pourquoi nous allons lutter entre nous pour leur profit? Parce que parlons-nous. Moi, je m'adresse à tous les peuples. Que vous soyez intellectuels, que vous soyez, je m'adresse à tous les Camerounais. Et il faut qu'on se comprenne. Et dans mon propos, peut-être il y a des choses blessantes, mais je vous prie de rejeter ce qui est blessant et accrochez-vous à ce qui est constructif. Quand vous prenez le Mungo était le fief des combats des indépendantistes. Pourquoi? Parce que le Mungo avait une population cosmopolite, hétéroclite, hétérogène. C'est-à-dire, les gens sortaient d'origines diverses. Et ils parlaient des langues diverses. On ne se comprenait pas. Alors, pour se comprendre, ils ont développé le pidgin. Ça fait donc que quand ces gars se retrouvaient entre eux, des langues diverses, parmi ces combattants, il y avait ceux qui n'étaient pas intellectuels, comme ceux que nous connaissons de nom aujourd'hui, que nous pouvons citer. Hein? Les Castors, Ousende Afana, les Wule Masaga, Abel King et tout ça là. Beaucoup n'étaient pas intellectuels comme eux. Quand vous prenez les Tabes, Gabriel Tabe, alias Wambolo Courant, ça c'était des gars qu'on connaissait parce qu'ils avaient des facultés intellectuelles, ils pouvaient écrire, ils pouvaient lire. Mais il y avait beaucoup d'autres là qui ne savaient ni lire ni écrire. Alors quand ils se retrouvaient dans une ville comme Konsamba où on avait développé le pidgin, ils échangeaient en pidgin pour ne pas être compris des colons. Donc, les gars, c'est-à-dire, on a notre histoire, on ne s'intéresse même pas à notre histoire. Si on s'intéressait à notre histoire, on n'allait pas plonger dans la bêtise, comme aujourd'hui là. Sincèrement, chers compatriotes, nous avons notre destin entre les mains. Mettons fin à cette bêtise. Mettons fin à cette bêtise.